Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de My Virtual Production School sur www.tutoriel-mao.com. Je suis Loïc Lacroix, votre formateur MAO. Si vous êtes ici en train de regarder cette vidéo, c'est que vous avez sans doute déjà regardé le module 1 et le module 2 de ma grande formation sur Cubase 10, de version 10 à la version 11. Et donc, vous avez apparemment été conquis. Et ça, j'en suis ravi. D'ailleurs, je suis ravi de vous retrouver parce que pour moi, ça prouve que je fais un travail de qualité. En tout cas, merci beaucoup pour tous les témoignages que je reçois dans la rubrique Vos témoignages. Et aussi, si vous voulez laisser vos témoignages, vous, concernant votre apprentissage avec mes formations, évidemment, vous pouvez le faire directement dans la rubrique, je le répète, Vos témoignages sur le site internet. Sur YouTube, c'est intéressant de laisser des commentaires. Aussi, ça permet d'avoir plus de visibilité d'une manière globale. Passons. Donc dans ce dernier module, le module 3, donc on va dépasser les 35 heures de formation au total en comptant le module 1, le module 2 et le module 3. On va s'attarder sur des fonctions un petit peu particulières de Cubase qui sont pas nécessairement indispensables pour tout le monde et c'est pour ça que j'ai préféré le mettre dans un module à part. C'est-à-dire qu'il a des fonctions comme le control room de manière poussée, le time warp ou encore l'utilisation de plugins externes qui vont intéresser plutôt les professionnels et peut-être moins les home studistes. Quoique, il y a des fonctions qui sont très intéressantes, par exemple comme le Quick Control, qui vont me permettre, avec nos appareils MIDI, que là pour l'instant vous ne voyez pas, enfin vous le voyez peut-être depuis cette caméra-là, qui vont nous permettre de piloter certains paramètres de notre Cubase directement depuis nos contrôleurs. Enfin, on va voir un petit peu en détail de nouvelles fonctions. Je vous laisse regarder en dessous, dans la description, le plan du module 3, donc, et ce dernier module permettra de clôturer la grande formation sur Cubase 10, 11, toutes versions comprises. Eh bien écoutez, je vous remercie et on attaque sans plus tarder avec la première partie. Dans cette première partie, nous allons voir à quoi sert le Media Bay. En fait, le Media Bay, c'est un explorateur qui nous permettra d'explorer de manière un petit peu plus profonde les outils, les sons, les banques sons, les plugins, les pré-réglages que nous propose Cubase. Eh bien, on voit ça tout de suite. Dans cette nouvelle partie, la partie 2, nous allons voir comment calculer le tempo d'une musique. Alors, c'est très courant qu'on doive retrouver le tempo d'une musique pour pouvoir travailler dessus, parce qu'on n'a pas cette information au départ. Ça va nous permettre aussi d'introduire une troisième partie, qu'on verra tout à l'heure, qui est le time warp. Parce que tout ce qui tourne autour du tempo, évidemment, sont des notions assez importantes, surtout dans le milieu professionnel. Allez, on voit d'abord comment calculer le tempo de notre musique. Maintenant qu'on sait comment calculer le tempo ou détecter le tempo d'une musique, on va voir une autre fonction qui est très intéressante. Elle permet de faire plusieurs choses, mais une des choses essentielles qu'elle va permettre de faire, ça va être d'enregistrer une musique en live, sans tempo dominant, avec quand même un tempo approximatif, mais sans tempo dominant, c'est-à-dire sans clic, en l'enregistrant vraiment à l'oreille, comme ça, en se laissant aller. Et ensuite, ça va nous permettre de mettre des points clés tout le long de l'enregistrement pour faire un arrangement en conservant des données de tempo cohérentes et des grilles MIDI cohérentes pour l'arrangement. Tout ça, ensuite, pour ou pas, remettre le tempo à plat et réenregistrer la musique. Ça va servir aussi à d'autres choses. On va voir un petit peu tout ça en détail dans cette partie 3. Maintenant, on va voir une fonction qui est assez essentielle, notamment lorsqu'on échange des projets de studio à studio ou de client à studio, et quand les pistes n'ont pas forcément été bien manipulées pour ce qui concerne la mono et la stéréo. Eh bien, on va tout simplement découvrir un outil qui existe donc depuis un moment et qui permet de convertir des pistes, ou plutôt des séquences audio mono en stéréo, et vice-versa, stéréo en double mono. Enfin, on va voir un petit peu tout ce qu'on peut faire avec ça. C'est un outil qui est très intéressant, et surtout, évidemment, pour les professionnels. Allez, on voit ça. Dans cette partie, on va attaquer une chose qui est vraiment primordiale pour la gestion des écoutes pour les musiciens. On va parler du control room, donc, mais pas seulement que pour les musiciens, de tous les outils que ça nous propose pour écouter différents signaux et de différentes manières. Le control room, on va d'abord le configurer dans cette partie-là, dans la fenêtre de connexion. Et ensuite, dans la prochaine partie, on verra comment l'utiliser au mieux après avoir configuré
nos entrées-sorties pour utiliser notre control room. Allez. Maintenant qu'on a configuré nos entrées et sorties pour utiliser notre control room, on va voir un petit peu comment ça se passe dans Cubase et les raccourcis rapides qui vont nous permettre d'envoyer des signaux différents à différentes personnes, différents musiciens, et aussi comment avoir une écoute dite de contrôle, hein, donc c'est pour ça qu'on appelle ça le control room, qui va permettre donc d'avoir une vue d'ensemble sur tout ce qu'on va envoyer comme signal et tout ce que tout le monde va pouvoir écouter. C'est une notion primordiale, surtout les petits raccourcis, parce que sans ces raccourcis-là que Cubase propose depuis le début, on serait vraiment très embêté. Pour ça, il faut bien distinguer la partie send des voix FX et les parties send Q, parce que ce n'est pas du tout la même chose. Les send vont permettre donc de travailler notre son d'une manière globale, et les send Q vont permettre d'envoyer donc des signaux différents vers différents casques, 4 casques différents maximum, chose très importante pour chaque musicien, parce que par exemple le batteur va vouloir plus de basse et de guitare que de chant, parce que le chanteur va avoir besoin de plus de basse et de guitare que le batteur, enfin, tutti quanti. On voit ça tout de suite. Maintenant qu'on a réussi à configurer notre Cubase pour que chacun entende tout correctement, on va voir comment nous, on va pouvoir visualiser notre signal dans la section Vue-mètre, l'onglet Vue-mètre qui propose différentes fonctions. Alors, on l'a déjà abordé en parlant du loudness, mais là, du coup, on va aller un petit peu plus loin en voyant un petit peu tous les paramètres que ça propose. Maintenant, une chose qui va être très intéressante pour toutes les personnes qui ont du matériel MIDI comme des claviers ou des pads ou encore autre chose, mais avec des contrôleurs, on va voir comment utiliser nos contrôleurs directement dans Cubase avec une fonction qui s'appelle les contrôles instantanés ou anciennement les Quick Control. Dans la grande formation que j'ai pu faire sur Cubase 8.5, ça s'appelait encore le Quick Control, maintenant ça s'appelle les contrôles instantanés. Et donc, ça va nous permettre d'assigner, ou plutôt d'interagir directement avec les paramètres principaux d'instruments virtuels, tels que Allion, mais aussi de ceux d'autres fabricants, comme ceux de Native Instruments ou Est-Ouest, ou encore d'autres, directement avec des paramètres qui permettent essentiels à contrôler sur le moment. C'est pour ça qu'on appelle ça des contrôles instantanés. Allez, on voit ça. Dans Cubase, on a la possibilité de mettre des couleurs pour y voir un petit peu plus clairement dans nos projets. Parce que quand on se retrouve avec beaucoup de pistes, outre les symboles qui sont très intéressants, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de mettre des couleurs et d'avoir des couleurs assignées d'office. Alors, il y a des choses qui ont changé depuis les dernières versions de Cubase, mais depuis la version 10, ça n'a absolument pas changé. On va voir comment donc mettre un peu de couleur dans notre projet, mais aussi dans les préférences, chose qu'on n'a pas encore tout à fait abordée. Les préférences qui vont permettre, par exemple, de dire, bah voilà, quand je vais créer une piste instrument virtuel, je voudrais qu'elle soit de telle couleur. Quand je vais créer une piste FX, je voudrais qu'elle soit de telle couleur. Alors, ça permet, en plus, d'avoir une esthétique qui se rapproche de ce qu'on aime en termes de couleurs. On voit ça tout de suite. Maintenant qu'on a vu comment régler les couleurs dans la fenêtre préférences de Cubase, eh bien on a pu voir aussi qu'il y a plein d'onglets à gauche qui servent à plein de choses différentes. Et bien justement, dans cette partie, on va s'attaquer à la partie préférences, mais on va voir tout en détail pour voir comment on peut interagir avec notre Cubase et comment on peut le régler en fonction de nos préférences tout simplement. Allez, on y va. On va voir une partie qui est super importante, c'est les réglages des backups automatiques. Alors qu'est-ce que c'est les backups automatiques? C'est tout simplement des fichiers que Cubase va enregistrer et stocker dans notre dossier de travail, tel qu'on l'a configuré depuis le tout début dans le module 1, et qui va permettre de revenir sur une version précédente de Cubase si par exemple, on n'est pas content de la nouvelle version sur laquelle on travaille, ou encore si notre Cubase a planté tout simplement, chose qui arrive, hein, surtout sur Windows. Et voilà. Et donc on va voir un petit peu comment régler le nombre de backups, parce que si on en a trop, ça va être très vite encombrant, surtout quand on travaille sur beaucoup de projets, comme moi par exemple en tant que studio d'enregistrement et en tant que compositeur. Donc eh bien, on voit ça de suite, partie importante, en détail. Une chose qui est vachement intéressante et qui existe finalement depuis pas très longtemps, enfin ça existait mais c'était beaucoup moins souple que maintenant, c'est la possibilité d'importer et d'exporter
des pistes dans un projet directement depuis un projet. Alors, ça peut apparaître assez bête comme ça, mais très souvent, quand on travaille, qu'on a nos habitudes, on va avoir l'habitude de travailler avec certains types de pistes et certains types de réglages. Comme moi, par exemple, j'utilise très régulièrement les mêmes outils. Alors, pas systématiquement, mais très régulièrement. Et par exemple, à un moment donné, un rappeur ou un chanteur va demander un son type CB. Et vous avez déjà travaillé sur un projet dans lequel vous avez imité un son CB quasiment à la perfection. Eh bien, on ne va pas tout refaire, on ne va pas forcément réouvrir le projet pour enregistrer les pré-réglages et pour retrouver tout simplement notre pré-réglage. C'est très long comme démarche. On a maintenant une fonction super pratique qui s'appelle l'import de pistes de projet. D'un projet. Et aussi, on a d'autres fonctions d'import et d'export. On va un petit peu faire la différence entre toutes ces fonctions d'import et d'export, comme par exemple les archives de pistes. On voit ça en détail, on voit l'utilité que ça peut avoir. Le traitement hors ligne, c'est quelque chose qui est arrivé récemment sur un plateau que nous a proposé Steinberg. Pourquoi je dis sur un plateau? Parce que c'est une fonction qui n'était pas prévue à la base, je pense que pas grand monde l'avait demandé, mais qui est vraiment exceptionnelle. Parce qu'en fait, elle va nous permettre de modifier un son, une séquence, directement à l'origine, et ça de manière non destructive. C'est-à-dire que ça ne sera pas définitif. On va pouvoir donc avoir un pré-rendu déjà, dans notre section, de notre queue, vraiment de notre séquence, pas de notre piste. Et ça va nous permettre, par exemple, admettons qu'on soit sur une guitare, de changer, de passer d'un son d'overdrive à un son clean, en utilisant une partie avec une pédale drive et l'autre avec sans pédale drive, avec donc un son clean de base. Mettre un octaveur sur certaines parties, comme on a pu le voir sur certains tutos. Voilà. Donc on voit ça de suite en détail, l'utilité et surtout voilà, tout ce qu'on peut faire avec aussi les traitements par l'eau. Dans cette partie, on va voir une toute petite fonction qu'on n'a pas vraiment vue jusqu'à présent, qui s'appelle la fonction freeze. Alors, pourquoi je dis petite fonction? Parce qu'elle n'apparaît pas en grand forcément au sein de nos projets, mais par contre elle est essentielle quand on commence à avoir des projets surchargés. C'est-à-dire que quand on a travaillé sur un instrument virtuel qui demande énormément de ressources, à chaque fois qu'on lit cet instrument virtuel, eh bien, évidemment, on va rappeler ces ressources et on va demander, ça va être chronovore, je ne sais pas comment on dit, mais ça va demander beaucoup de ressources à notre ordinateur. Et quand on a de plus en plus de pistes qui s'empilent sur le projet, de temps en temps, Cubase il va pas aimer, il va commencer à craquer, même avec une latence assez élevée. Enfin, et puis si on veut enregistrer une guitare et qu'on met une latence élevée alors qu'on a un instrument virtuel lourd présent sur le projet, on va être handicapé parce qu'on va avoir du délai, un retard. Voilà. Donc on a une fonction freeze qui permet de geler la piste, de faire un pré-rendu de la piste et de faire en sorte que ça soit un peu comme si on importait directement un export de cette piste après l'avoir supprimée. Sauf que là, ce n'est pas destructif comme la fonction précédente. Ça veut dire qu'on peut défriser quand on veut notre piste. Alors c'est une chose que vraiment, j'insiste, qui est très importante parce que aussi ça nous permet de nous arrêter sur une forme de prise de son, on va appeler ça comme ça. C'est comme si on avait travaillé à la source déjà notre instrument virtuel. Une fois que c'est fait, on frise la piste. Bon, il y a des différentes fonctions, méthodes de frisage, de gelage. Mais en gros, on va pouvoir s'arrêter à un moment donné en étant satisfait sur la partie programmation finement de notre instrument virtuel et on va pouvoir donc la geler pour travailler uniquement la partie son. C'est quelque chose de très intéressant, on voit ça de suite. Maintenant qu'on a vu ce à quoi correspondait le gelage des pistes, on va voir une autre fonction qui s'appelle le render in place. Alors vous allez me dire, avec le gelage, quel intérêt ça peut avoir? Vous allez voir de toute façon à quoi ça sert, petit à petit. Eh bien, ça va pouvoir permettre de travailler le son d'une autre manière. Tout simplement, par exemple, si on va vouloir faire un reverse avec une reverb, ou faire des effets de texture un petit peu spéciaux, ça pourra être intéressant. Ça va aussi permettre d'alléger un peu en termes de process notre ordinateur, mais beaucoup moins que la fonction gelage. Donc, on voit ça tout de suite au sein d'un projet.
Pour tous ceux qui utilisent du matériel externe tel que des compresseurs, des réverbérations, pourquoi pas, des égaliseurs ou encore d'autres choses, hein, donc tout ce qu'on peut imaginer, il y a une fonction qui est super intéressante dans Cubase, c'est la possibilité d'intégrer des plugins externes dans Cubase. Alors, quel intérêt ça va avoir? Ça va avoir tout simplement l'intérêt de ne pas devoir faire les choses directement à l'enregistrement. Donc on va voir comment configurer tout ça. Étant donné que c'est une vidéo que j'ai déjà tournée pour la formation complète sur Cubase 8.5, je vais tout simplement vous remettre cette partie-là afin de voir comment utiliser donc les plugins externes en profondeur. Parce que j'avais quand même vachement insisté sur l'utilisation, en plus des compresseurs d'une manière générale, en plugins externes justement. Allez, je vous laisse avec cette ancienne vidéo. Pour tous ceux qui travaillent à l'image, depuis la version 10 de Cubase, on a plein de nouvelles fonctions qui sont super intéressantes, comme la fonction de suivi vidéo ou encore d'autres fonctions qu'on va voir, qui vont permettre de travailler très rapidement, notamment pour du sound design et pour la composition donc destinée à l'image. Alors c'est aussi intéressant évidemment pour tout ce qui est post-production du type mixage, hein, à l'image, vidéo. Eh bien on va voir tout ça en détail de suite. On va voir maintenant une fonction, peut-être moins connue dans Cubase et moins attendue, mais pourtant qui a tout son intérêt, ça je vous le dis, j'utilise très régulièrement, moi en ce qui concerne mes mixages, c'est les fonctions de snap, enfin la fonction de snap, qui permet de capturer notre mixage à un instant T, de revenir dessus si besoin, et d'effacer certaines étapes si on en a envie. Alors, dit comme ça peut paraître pas forcément inutile, on se dit il suffit d'enregistrer le projet avec un autre nom ou autre chose. Eh bien oui, pourquoi pas, mais puisqu'on a la possibilité de faire directement avec un seul bouton, un seul clic, là, ça devient quand même plus intéressant. Allez, donc on voit ça de suite. Une chose qui est vraiment très importante à savoir, c'est comment transférer des projets Cubase d'un ordinateur à un autre. Alors déjà, ça va vous permettre d'une certaine manière de faire des sauvegardes, des backups complets de vos projets, surtout si vous êtes mélangé les pinceaux dans vos dossiers à un moment donné. Ça va vous permettre de faire des sauvegardes très organisées de vos projets. Et ça va aussi vous permettre tout simplement d'envoyer ça vers un autre studio qui aura la même version de Cubase ou une version supérieure pour faire en sorte que le studio reprenne le projet directement sans prendre les pistes séparées. Alors c'est une chose que j'utilise très régulièrement quand je fais des mixages à distance et quand je fais des cours en visio notamment. Et donc je pense que c'est une partie qui est très intéressante et vraiment plus, surtout je vais dire, pour la partie backup. À mon sens, hein, parce que quand on perd sans compo, parce qu'on a oublié de faire des backups, parce qu'on a un disque dur qui a craché, on a beau faire un retour sur disque dur pour essayer de récupérer des fichiers avec des logiciels spéciaux et tout ça, il vaut mieux toujours avoir des sauvegardes dans un coin une fois que la musique est terminée. Chose que je vous encourage à faire. On voit ça de suite et surtout on voit comment faire pour faire des backups et des backups pour transfert. Une chose qu'on n'a pas vue et qui pourtant pourrait être intéressante, enfin est intéressante pour beaucoup, c'est la fonction punch in, punch out. On a vu d'une certaine manière comment enregistrer à partir d'un certain point, hein, mais de manière assez allégée. Il y a une fonction en plus du pré-roll et du post-roll très intéressante et qui existe depuis, on va dire, les magnétos numériques, hein, les Korg DD2500, ce genre de choses. La possibilité donc d'enregistrer à partir d'un point et que l'enregistrement se termine à partir d'un autre point. Ça peut être très intéressant pour éviter de perdre du temps à redimensionner des séquences et surtout quand on fait de l'enregistrement en boucle. Enfin, on va voir tout ça de suite, évidemment. Un point que j'aborde avec beaucoup de tristesse et beaucoup de poids sur les épaules. Ça arrive très régulièrement et je pense que beaucoup d'entre vous avaient déjà pu le constater que parfois les projets Cubase ne s'ouvrent plus. Et à ce moment-là, on a l'impression d'avoir perdu tout notre travail et on a tout le poids de... Enfin, on est triste. On est triste. Dans ce cas de figure, on est triste. Il y a une solution qui marche dans 95% des cas. En fait, généralement, quand ça arrive, c'est qu'il y a une occurrence entre deux plugins ou qu'il y a une occurrence entre Cubase et un plugin, alors, généralement de fabricants tiers, hein. Par exemple Antares, Waves, enfin, ou autres, même si ce sont quand même eux des plugins stables, mais en tout cas, bon, vous avez compris l'idée de fabricants tiers. Et donc, il y a une solution, c'est tout simplement de retirer tous les plugins de Cubase
depuis directement les dossiers dans lesquels ils se trouvent. Donc je vais vous donner l'astuce et vous allez voir de votre côté, et je l'espère, si ça vous permettre de réouvrir le projet. Même si vous aurez perdu une partie de votre mixage, ça vous permettra quand même de garder toute la partie créativité, toute la partie création, toute la partie enregistrement et tout ça. Et même aussi, si on peut, de toute façon, on peut revenir sur une version précédente, une fois qu'on a trouvé quel est le plugin qui fait défaut. Hein. Donc on voit ça de suite, et j'espère que, de tout cœur, que ça va permettre, à certains en tout cas, de sauver pas mal de projets. Allez, on y va. Dans cette nouvelle partie, on va parler d'une chose qui est très très importante à mon sens. D'ailleurs, les deux prochaines parties, enfin celle-ci et la suivante, ça va être des vidéos face cam. On va parler du workflow. Alors, le workflow, c'est quoi? C'est tout simplement la rapidité de travail, ou plutôt dire la manière de travailler. Hein. Et là, je vais vous faire en sorte de vous donner quelques petites clés qui sont pour moi essentielles pour travailler rapidement et qui vont permettre de mettre à l'aise le client très rapidement, de l'impressionner par la rapidité et la qualité de votre travail, tout en gardant un minimum d'originalité et de fluidité. Donc l'idée, c'est de voir comment moi je m'organise avec mes clients pour faire en sorte que les sessions se passent au mieux, mais on parle d'un point de vue purement session d'enregistrement. On va pas parler du reste, parce que la partie d'après, ça va être en gros comment satisfaire le client pour qu'il revienne après un premier rendez-vous. Et donc maintenant, on se retrouve pour la dernière partie. Enfin, vous allez quand même avoir un bonus, c'est tout simplement la possibilité de télécharger directement toutes les nouveautés dans la Cubase 11 concernant tout ce qui est plugin et tout ce qui est vraiment très appréciable. C'est une vidéo à regarder, vraiment à déguster, parce que vous allez voir à quel point Cubase peut être vraiment pointu depuis la version 11. Alors il était déjà avant, mais alors là vraiment on atteint des summums, autant en termes de traitement du son que en termes de visualiseur, ce genre de choses. Enfin, vous le verrez dans la prochaine partie. Là, ce dont on va parler, c'est plutôt la gestion des clients et la gestion des sessions studio. Je pense que c'est une chose assez importante dont il faut absolument parler, parce que c'est très bien de connaître le son, de maîtriser son outil et de maîtriser le son, le mixage et tout ça. Si on est incapable de gérer un client, et surtout la première fois qu'on va le rencontrer, après les fois d'après, généralement, ça glisse de plus en plus, c'est de plus en plus facile, on connaît ses habitudes, enfin c'est des choses qu'on va voir de toute façon. En tout cas, c'est vachement important pour moi de s'organiser. Alors moi, je vous donne ma manière de fonctionner avec mes clients lors d'une première session. Alors, il faut savoir que des clients qui viennent en première session, de mon côté, j'en ai de moins en moins, parce que j'ai de moins en moins de temps, tout simplement, parce que les gens reviennent systématiquement. Il y en a qui reviennent, qui sont sur leur 3e ou 4e album. Il y en a qui sont dans un autre registre, des chanteurs américains, des chanteurs russes qui viennent enregistrer ici, et qui ensuite, voilà, les projets partent dans d'autres pays et pour d'autres types de production. On a vraiment de tout. Hein. Mais bon, le fonctionnement reste quand même le même, de manière globale, que ça soit pour des instrumentistes ou pour des chanteurs. Là, on va plutôt se mettre dans la tête de l'ingé son qui va enregistrer pour la première fois un chanteur, un nouveau chanteur qu'il ne connaît pas encore. Et on va voir un petit peu comment, moi, donc du coup, je prends les choses. Eh bien, écoutez, félicitations. Vous venez de terminer plusieurs heures de formation, plus de 35 heures de formation avec une mine d'or d'informations. J'espère de tout cœur que ces vidéos vous auront plu. N'hésitez pas, surtout pas à poster des questions sur le forum. Le forum, il est là pour ça. On a des gens qui s'en occupent en plus sur le site. N'hésitez pas aussi, surtout, à laisser vos avis dans la rubrique Vos témoignages. Alors, c'est un tout petit geste, mais qui compte énormément pour moi, parce que ça me permet de donner de la visibilité, surtout de rassurer les personnes qui veulent acquérir la formation avant de les acquérir. Enfin, j'espère de tout cœur aussi que vous allez créer, composer, enregistrer. C'est vous qui voyez en fonction de ce que vous voulez faire. Et que vous avez tous les outils en main maintenant pour ça. Si vous ne le savez pas, je propose aussi des formations différentes, avec des thèmes très particuliers, comme le mastering, avec différents outils, donc différentes formations sur le mastering, différentes formations sur des différents styles musicaux. Évidemment, vous pouvez compléter cette formation avec ces notions-là, parce que ce sont des notions importantes. C'est pas en 40 heures qu'on apprend, enfin plus de 35 heures qu'on apprend vraiment à tout gérer, à connaître tous les styles. Donc je vous encourage, si vous le souhaitez, à approfondir vos compétences en allant piocher dans ces formations-là. Vous pouvez aussi vous contenter de cette formation, puisque quand même vous avez enchaîné les 3 modules. Déjà, je vous en remercie grandement. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tutoriel, et merci encore.